Donc bonsoir à tous pour ce deuxième libre journal du Libre Think Speak. Donc je suis accompagné ce soir de Simon. Simon, est-ce que tu m'entends? Bonsoir à tous. Donc deuxième numéro et au programme on va avoir un grand papier sur la Libye parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le mois qui s'est écoulé. On en parlera longtemps, on parlera un peu de l'euro aussi avec un article de l'UPR sur les conditions désastreuses actuelles de l'euro et de l'Union européenne en général. On parlera de Chavez, Hugo Chavez qui rappelle son or dernièrement, ce qui inquiète pas mal certaines grandes banques comme JP Morgan et d'autres. On finira sur quelques citations de David Rockefeller, puisqu'il y a un article du Post.fr qui a sorti des citations de lui qui viennent de ses mémoires, donc a priori des citations officielles, et c'est pas mal du tout. Et puis on terminera par un petit zapping que je vous ai concocté, un petit zapping de 10 minutes, des vidéos qu'on a regardées dans le mois qui s'est écoulé. Voilà, mais pour commencer, on va commencer de façon un petit peu plus légère peut-être, puisqu'on a une petite affaire là, qui est l'affaire Jean-Michel Larquet, qui s'est déroulée dans les jours qui viennent de passer. Alors c'est pas grand chose et en même temps je pense que c'est assez emblématique de pas mal de choses. Donc commençons par ça. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais on a Jean-Michel Larquet qui parlait du transfert de Samir Nasri là, depuis Arsenal vers Manchester City. Et Jean-Michel Larquet a dit que le board d'Arsenal, donc le comité directeur, quoi, qui était essentiellement juif, s'intéressait essentiellement à l'argent. Et en fait, il citait les pensées d'Arsène Wenger. Et donc depuis, il y a eu un petit déchaînement contre lui. Donc je vous lis. Donc communiqué officiel. Donc le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, le BNVCA. Alors je connaissais pas le BNVCA. Hein, je connaissais le CRIF, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme. Donc là, je sais pas si c'est un petit nouveau. Donc le BNVCA l'accuse d'antisémitisme suite à ses propos. Lors de cette émission, M. Larquet avait déclaré que l'argent était une chose importante pour la direction du club, après avoir mentionné que celle-ci était plutôt de confession juive, selon la plainte. M. Larquet avait affirmé citer une réflexion du manager français d'Arsenal, Arsène Wenger. Donc le BNVCA a aussi saisi le CSA, auquel il demande de prendre les mesures qui s'imposent. Voilà, puisque M. Larquet est coupable du délit de diffamation et de provocation à la discrimination raciale. Voilà, rien que ça. Hein. Limite s'il n'a pas essayé de rouvrir les chambres à gaz. Donc, deuxième étape, donc ça c'était il y a quelques semaines. Deuxième étape, Jean-Michel Larquet, bon, il a fait son petit dérapage. Maintenant, il faut s'excuser, il faut sucer un petit peu. Donc, Jean-Michel Larquet était invité de Radio Communauté Juive. Ah oui, parce qu'on s'excuse pas n'importe où quand même. Hein. Autant, bon, la prochaine étape, ça sera en Israël. Donc, invité de RCJ, Radio Communauté Juive. Donc, le président du BNVAC à nouveau, Samy Gozlan, ou Gozlan, je sais pas comment ça se prononce, a déclaré sur la même antenne qu'à ses yeux, Jean-Michel Larquet n'est pas du tout antisémite, mais qu'il appartenait au bureau du BNVCA de se prononcer sur le maintien de sa plainte. Voilà. Donc, bon, il n'est pas antisémite, mais on peut peut-être quand même le poursuivre, hein, parce qu'il y a toujours un peu d'argent à gratter. Alors Jean-Michel Larquet, lui, il a essayé de s'en sortir, donc il s'est déclaré meurtri par cette affaire. Il a présenté ses excuses. Je ne suis certainement pas un raciste, certainement pas un antisémite. Être dans cette position m'insupporte, ça me blesse. Donc comme on lui demandait s'il comprenait que ce raccourci entre confession juive et argent puisse choquer beaucoup de monde, M. Larquet a répondu « Je le comprends et je m'en excuse, mais je n'ai pas attendu 63 ans pour me rappeler que dans mon éducation, il y avait honnêteté et tolérance. » Donc tout ça, c'est un article de l'équipe, sur l'équipe.fr. Donc normalement, il s'est bien excusé, hein, ça devrait en rester là. Mais non, troisième partie, le MRAP. Le MRAP débarque. Alors ils n'étaient pas là au début, mais ils se disent « antisémite, j'arrive ». Donc le MRAP, mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. À moins que ce soit le contraire, non, mouvement pour le racisme et contre... non, c'est pas ça. Donc le MRAP annonce sa décision de porter plainte contre Jean-Michel Larquet, voilà, malgré ses excuses, hein, notamment pour incitation à la discrimination, à la haine et à la violence raciste. Bon là, il est habillé pour l'hiver. Donc il y a une semaine sur RMC, Larquet avait clairement associé la confession juive des dirigeants du club de foot d'Arsenal à leur âpreté au gain d'argent, justifie le MRAP.
Pour l'organisation antiraciste, alors attention à la déclaration du MRAP parce que là c'est quand même très très fort. Donc pour le MRAP, je cite, ce vieux cliché antisémite qui a conduit au pire à une autre époque a été la motivation principale de celui qui a séquestré et assassiné le jeune Ilan Halimi. Bon, alors là, je pense que on est dans le vrai. Donc c'est limite s'il ne l'accuse pas d'avoir enlevé le soldat Gilad Shalit. Hein. Donc voilà, bah, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Bah, déjà que le MRAP... déjà Jean-Michel Larquet, je pense qu'il s'est cru chez les catholiques. Hein. Lui, il est venu, bon, il a fait pénitence, mais il n'était pas chez les cathos, donc il faut quand même allonger un petit peu la thune. Faut quand même donner un petit billet. Hein. Vous savez que dans l'affaire là, de la SNCF en Californie, il y a des groupes juifs qui ont dit ah, la SNCF, ils ont participé aux déportations et tout. Ils se sont jamais excusés. Et pour justifier ça, ils ont dit ah, parce que s'ils étaient vraiment désolés, bah, ils auraient indemnisé les victimes. Hein, donc voilà, il faut quand même payer. Hein, sinon c'est trop facile juste de s'excuser. Hein. Donc voilà, et bon bah dans la liste donc on a des antisémites, hein, on avait Coco Chanel, Dieudonné, Alain Soral, Le Pen, père hein, évidemment, la fille moins hein, quand même. Pierre Péan quand il avait fait son livre contre Kouchner, hein, parce qu'être contre Kouchner c'est être antisémite. Edgar Morin, Ciné, Bigard aussi, hein, parce qu'il avait dit qu'il n'y avait pas de missile, il n'y avait pas d'avion qui s'était écrasé sur le Pentagone, que c'était un missile, et il s'était fait traiter d'antisémite, on ne sait pas pourquoi. Donc, bon, enfin, j'arrête de compter les antisémites parce que faire une liste comme ça me rappelle un petit peu les heures les plus sombres, donc je me déteste moi-même. Voilà, donc, bah, Simon, je sais pas si tu as un petit commentaire sur cette affaire qui m'a un peu fait marrer, même si c'est assez triste, je trouve. Oui, bah c'est l'éternel, on va dire, chantage à l'antisémitisme qu'on connaît bien depuis, on va dire, la jurisprudence Dieudonné, même si Larquet n'ira pas plus loin puisqu'on a vu qu'il a abjuré. J'ai entendu des propos où il disait par exemple que son propre fils avait été sauvé par un médecin juif pour essayer d'abjurer. Donc vraiment là on est dans le grand n'importe quoi. Cette affaire, ça me fait aussi penser récemment, je sais pas si vous avez vu sur Sud Radio, là où Ménard a fait sa rentrée, a fait son retour, il y a eu une mini polémique puisque il y a eu une émission de radio, alors, je ne sais pas si c'est celle de Ménard ou d'autres animateurs, qui ont posé la question à propos de DSK, est-ce que vous pensez qu'il est soutenu par les juifs? Et des auditeurs lambda ont répondu effectivement qu'il y avait une sorte de solidarité tribale, on va dire. Et ça a fait une énorme polémique puisque ces auditeurs se sont fait traiter de manière immédiate d'antisémitisme de la France profonde, etc. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à dire de plus, à part que je pense que c'est quand même très 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 comment dire contre-productif pour le MRAP, la LICRA, etc. Et ces gens qui sont constamment en train de chercher les antisémites, puisque Jean-Michel Larquet est évidemment quelqu'un qui est très apprécié par la France populaire, et se faire persécuter comme ça par des officines antiracistes professionnelles, bah, c'est vraiment très très anti, enfin c'est très très contre-productif pour eux, à mon humble avis, voilà. Moi, j'ai dit qu'on ouvrait le micro à chaque fois qu'on passait à un sujet différent, puisqu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, j'ouvre le micro 3 minutes, quoi, si vous voulez réagir, et ensuite on attaque la Libye, qui sera quand même un sujet plus sérieux. Donc, allez-y, si vous souhaitez intervenir, prenez la parole. Vous m'entendez là? Absolument. Bon, ben, je vais y aller, hein, s'il n'y a personne. Ben, c'est comme tu disais, enfin, c'est tout sauf anecdotique, hein, l'affaire Jean-Michel Larquet. C'est tout, mais absolument tout sauf anecdotique. C'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Et c'est vraiment du terrorisme. Hein. Et le pire, le summum, le nec plus ultra de ce terrorisme, c'est quand les gens s'interdiront de penser même tout seuls dans leur tête. Voyez? Ils s'interdiront de penser des choses alors que personne ne les entend, personne ne les écoute, personne ne se doute de ce qu'ils pensent. Et c'est ça le formatage ultime. Et, et cette faiblesse, cette force justement de ce lobby ultra puissant vient de la faiblesse des gens. Voilà. Les gens, ils ne cannent pas se coucher. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, point final. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mon fils, il a été soigné par
Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Oui, je suis pas juif parce que je suis pas antisémite parce que mon fils c'est débile. C'est un argument totalement stupide. C'est la prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être mon chat il fricote avec le chat de la voisine et la voisine est juive. Voilà, enfin, c'est du délire, c'est du délire. Par contre, ce qu'il faudrait, voilà, de toute façon, la preuve, elle existe, c'est Dieudonné. Voilà, il leur a tapé dessus, il a gagné en crédibilité, il a gagné en, en qualité, il est libre, ses salles sont pleines, contrairement aux autres, qui, malgré des publicités incessantes sur TF1, la 2, la 6, la radio, les journaux, eh ben, ils remplissent pas leur salle autant que Dieu d'eau. Donc voilà, point final. Il faut plus se coucher. Voilà, faut dire les choses clairement. Point final. C'est tout. Voilà, je vous rends le micro. Ok, bah merci pour ton intervention. Je vois un commentaire là qui dit ce lobby se décrédibilise en faisant ce genre d'action sur des personnes comme Larquet, les gens ne sont pas dupes. Partage assez cet avis, mais je pense que toutes ces associations, là, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais sont désespérées à l'idée de trouver des choses à qualifier d'antisémites, quoi. C'est-à-dire que en fait, il n'y a pas d'antisémites en France, c'est ça leur problème, quoi. Donc ils sont obligés quand même d'essayer de trouver, de gratter. Alors là, ils n'allaient pas laisser passer ça. D'ailleurs, je fais remarquer que Jean-Michel Larquet ne faisait que citer une phrase d'Arsène Wenger, enfin une pensée d'Arsène Wenger. Donc à la limite, bon, visiblement il l'a partagé, certes, mais là, maintenant on n'a même plus le droit de citer, quoi. Je veux dire, bientôt, on va poursuivre les acteurs qui ont incarné Hitler, je sais pas. Enfin voilà, donc ouais, ils sont désespérés à l'idée de justifier leur propre existence, tout simplement, hein, parce que bon bah il n'y a pas d'antisémitisme en France, quoi. Allez, on va peut-être enchaîner sur la Libye. Donc, bah, je vais commencer par un article d'investigation. Alors, investigation, pour ceux qui ne savent pas, c'est le site de Michel Collomb. Michel Collomb, journaliste belge, souvent assez sérieux, même s'il y a des petits conflits dont le libre penseur qui est présent ce soir pourrait nous parler, puisqu'il a fait des papiers dessus. Mais bon, en tout cas, il y a toujours des bonnes informations à trouver sur son site. Donc je vais citer un article d'investigation qui parle donc de ces rebelles démocrates, là, c'est-à-dire les rebelles libyens, qui seraient l'apogée de la démocratie face à l'ignoble Kadhafi. Donc je cite l'article. Peu à peu se confirme l'horrible vérité que signalaient depuis avril mais en vain diverses missions internationales d'enquête. Les troupes de choc des rebelles démocrates n'ont cessé de commettre des atrocités, des viols barbares, des pillages, des lynchages racistes et des crimes de guerre quand ils ne se tuent pas entre eux. Tout de suite, je précise que tout ce qui vient d'être cité, là, viol, pillage, etc., c'est à peu près ce qui était cité pour justifier l'intervention en disant que c'était ça que commettaient les troupes de Kadhafi sur la population, hein. Donc c'est assez intéressant, en fait, c'est un petit peu dans le sens inverse que ça fonctionne. Je continue la lecture. Nous recevons de nombreux témoignages de là-bas. Ce n'est pas la liberté qui font régner à Tripoli, c'est la terreur. Ce ne sont pas eux qui ont tué les forces de défense libyennes, ce sont les armes sophistiquées de l'OTAN. Les pays les plus puissants de la Terre écrasent la petite armée d'un pays de 5 millions, après avoir privé la population d'eau, de nourriture et d'électricité, et ils appellent ça une libération. Le dernier exploit des rebelles racistes a consisté à menotter des dizaines de civils noirs, à les torturer et à les exécuter. Nous avons montré les images, bien sûr on va les présenter comme des mercenaires de Kadhafi, mais c'est entièrement faux, nous avions parlé récemment avec ces personnes qui ont été massacrées. Vous avez pu voir les images sur michelcolomb.info. Donc on a des témoignages qui suivent, notamment le témoignage de Michel Collomb, qui dit « J'ai rencontré ces personnes, donc les Noirs en question qui ont été exécutés, j'ai rencontré ces personnes lors de ma mission à Tripoli, j'ai pu converser avec certains. Ce n'étaient nullement des mercenaires comme nous le prétendent les rebelles et les médias. Les uns étaient des Libyens à la peau noire, puisqu'une grande partie de la population est de type africain, et les autres étaient des civils venus de pays d'Afrique noire et séjournaient en Libye depuis longtemps. Tous soutenaient Kadhafi justement parce qu'il s'opposait au racisme et qu'il traitait arabes et africains sur un pied d'égalité. Au contraire des rebelles de Benghazi, connus pour leur racisme anti-noir et qui se sont rendus coupables d'atrocités épouvantables et systématiques dès les premiers jours de la guerre. Le paradoxe, c'est que l'OTAN prétend apporter la démocratie et qu'il s'allie à une section libyenne d'Al-Qaïda et à des racistes du type Ku Klux Klan. On remarque en même temps, le Ku Klux Klan, c'est aussi une création américaine, donc ça ne devrait pas être si étonnant que ça. Bon, ça c'est moi qui l'ajoute, évidemment. Il y a aussi le témoignage de Simon Debert, historien qui est membre aussi d'Investigation. Des milliers d'Africains noirs vivent en Libye. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'entre eux, notamment au campement de Bab al-Azizia,
pardon pour ma prononciation, la plupart voient en Kadhafi un des pères de l'Afrique. Ils n'hésitent pas à le comparer à Lumumba et Sankara. Cela peut sembler étonnant vu de l'étranger, mais il ne faut jamais oublier que dans le plus pauvre des continents, la Libye fait figure d'exception. L'espérance de vie y est de 75 ans, l'eau, l'électricité, les soins de santé et l'enseignement y sont gratuits. Un plein y coûte à peu près à peine plus d'1 euro. C'est pourquoi des millions d'Africains soutiennent largement Kadhafi. J'ai été bouleversé d'apprendre la mort brutale de ceux qui, en signe de solidarité au régime, campaient pacifiquement devant la résidence de Kadhafi. Leur assassinat est un acte barbare et gratuit. Donc Simon, qu'est-ce que tu penses un peu? Parce qu'on voit les infos se multiplier sur les atrocités, faut appeler ça comme ça, des rebelles, soi-disant démocrates. Bah écoute, je t'avoue que j'ai suivi ça d'assez loin puisque j'étais pas en France. Alors j'ai eu deux positions très très tranchées puisque j'étais en voyage en Roumanie et donc j'avais accès à CNN uniquement comme chaîne d'infos internationale. Et puis je suivais quand même d'un œil averti les comment dire le ressenti sur place de Thierry Messant via Mechanopolis. Alors au niveau des atrocités des rebelles, c'est vrai qu'on entend parler de ce sujet depuis un petit moment. Moi, ce qui m'a surtout alerté, c'était les atrocités de l'OTAN, quoi. J'ai vu qu'apparemment, récemment, là, le week-end dernier, il y avait eu des bombardements qui avaient fait plus de 1300, 1400 morts et des centaines de blessés. Donc voilà, donc au niveau des rebelles, évidemment, ces gens a priori, n'ont pas toute la légitimité qu'on pourrait attendre d'eux. Ils utilisent des méthodes des médias mensonges, etc. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Voilà. Ouais, je veux dire, c'est assez impressionnant parce que la Libye, on a vraiment le début, bon, mensonge total pour justifier l'invasion et pour avoir une résolution à l'ONU. Ensuite, des crimes attribués à l'armée de Kadhafi. Alors bon, j'imagine bien que l'armée de Kadhafi, c'est pas des bisounours. J'imagine qu'il y a des choses qui se passent, mais enfin, euh, j'ai vraiment l'impression, à lire les infos, que comparé à ceux qui sont censés défendre la démocratie, c'est le jour et la nuit. Enfin bref, donc il y a quand même quelques journalistes qui font leur travail, alors notamment le réseau Voltaire avec Thierry Messant et quelques-uns de ses associés. Donc je voulais parler un peu de Thierry Messant, on en a parlé un peu avant l'enregistrement, mais j'en parle pour nos auditeurs. Euh, Puisque Thierry Messant, il y a une tentative d'arrestation sur lui par les rebelles, là, il y a quelques jours. Donc dans un communiqué du 25 août du réseau Voltaire, je lis: les journalistes bloqués à l'intérieur de l'hôtel Rixos de Tripoli depuis dimanche ont pu être évacués par la Croix-Rouge internationale mercredi 24 août 2011 à 17h. Les 4 collaborateurs du réseau Voltaire, donc les journalistes Thierry Messant, Madi Darius Nazem Roya, Mathieu Ozanan et Julien Tay, étaient bien parmi eux. Cependant, lors de sa sortie, des rebelles ont tenté d'arrêter Thierry Messant, connu pour ses articles dénonçant les crimes de l'OTAN. La Croix-Rouge internationale a empêché cette arrestation. Les journalistes ont été conduits dans un autre hôtel, mais ils ne sont plus protégés par la Croix-Rouge internationale. Les journalistes n'ont pas pu pour le moment rejoindre le bateau de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, qui aurait accosté à Tripoli. Donc il faut quand même savoir que depuis, donc on enregistre, nous sommes le 28 août, depuis hier matin, samedi 27 août, il n'y a plus de nouvelles de Thierry Messant et de ses collègues. Donc bon, au réseau Voltaire, ils sont assez inquiets, nous aussi, donc on espère que d'ici la mise en ligne de cette émission, on aura eu des nouvelles rassurantes, mais bon, pour l'instant, on s'inquiète un petit peu parce que là, ils sont plus protégés et de toute évidence, il y a quand même une petite chasse à l'homme sur eux, quoi. En tout cas, les rebelles veulent les prendre et à mon avis, c'est pas pour leur faire des bisous. Là, je sais pas si vous avez vu sur le réseau Voltaire, ils expliquent que c'est bon, hein, ils sont montés sur les bateaux, qu'il y a 3 Français. Donc je pense que Nezem Roya, il est avec eux et que Thierry s'est dirigé ailleurs, à moins que ce soit l'inverse, à moins que il fasse partie, parce que Nezem Roya est canadien. Donc, mais on n'a pas de détails là-dessus. Donc je pense, il peut pas rentrer en France, hein, il va aller directement au Liban ou en Syrie, Messant. Donc voilà. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle qui vient d'être postée sur le site de Réseau Voltaire. Donc au moins ça.
Ok, bah excellent. Donc bah, on apprend ça en direct puisqu'il y a encore 30 minutes, on n'avait aucune nouvelle. Donc effectivement, sur les quatre que j'ai cités, trois sont français et un canadien. Donc ça correspondrait bien à ce que tu viens de nous dire. Bon bah écoutez, en tout cas tant mieux si c'est le cas. Effectivement, effectivement. Moi, je voulais juste revenir rapidement sur la polémique qu'il y a eu, hein. Même si elle n'a pas beaucoup enflé parce qu'on n'est pas tous tombés dans le panneau, Dieu merci. Mais quand même, il y a eu une tentative de déstabilisation de l'équipe du réseau Voltaire en essayant de prendre le petit nouveau et de le remonter contre les Messan et Madi Darius. Voilà, donc déjà, bon, ça va, ça n'a pas fait l'effet escompté. Et Julien Tell est revenu sur ses déclarations en accusant Messan d'être un fou dangereux qui a mis en danger et d'ailleurs en décrédibilisant, en disant que pas du tout, aucun journaliste ne les avait menacés de mort, même de façon voilée, et que les 35 journalistes étaient tous des gens bien, bien sûr, ce qui est totalement inconcevable puisque le métier de journaliste, c'est une des premières couvertures d'espionnage et de barbouzerie, et que on a besoin de personne aujourd'hui pour se rendre compte que même s'ils ne choisissent pas on va dire pour arrondir leur fin de mois, le métier d'espion, je suis désolé, mais déjà les crimes, l'industrie du mensonge que cette caste, que ce corps de métier a créé dans le monde et a imposé dans le monde, suffit complètement à les décrédibiliser pour le restant de l'histoire du cosmos. Donc on n'a pas besoin qu'ils soient espions, c'est déjà des pourritures de menteurs, de manipulateurs, c'est déjà grave comme accusation. Voilà, donc mais c'est tout ce que je voulais dire. Heureusement, comme je disais, qu'il est revenu sur ses déclarations et que c'est parfait. C'était très difficile, il y a eu 4 jours de prise d'otage. Tel l'explique dans son dernier communiqué, et on le comprend, hein, quand c'est la panique totale. Donc tout est bien qui finit bien, je l'espère. Je vous rends le micro. Sinon sur lepost.fr, relayé notamment par le site Égalité et Réconciliation, hein, dont on se sert beaucoup, hein, je le signale pour faire cette petite revue de presse. Il y avait un article intéressant sur pourquoi les Libyens bah, soutiennent si peu le CNT, le Conseil national de transition, et soutiennent plutôt Kadhafi. Donc il listait un petit peu les avancées que Kadhafi a produit pour sa population, qui moi m'ont fait penser en les lisant un petit peu à ce que Chavez a pu faire pour le Venezuela ou Fidel Castro a pu faire pour Cuba. C'est-à-dire c'est des régimes, si on analyse ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, normalement ça devrait faire l'unanimité. Mais comme ce sont des pays qui ne sont pas très appréciés par l'Occident, ah bah on dit tout le contraire et on occulte totalement ces informations. Alors je ne vais pas lire hein, toutes les informations, mais c'est intéressant. Par exemple, l'éducation et la médecine sont gratuites. Euh, Chaque famille, pardon, les Libyens bénéficient d'un crédit de 20 ans sans intérêt pour construire leur maison. Un litre d'essence coûte environ 14 centimes. Chaque membre d'une famille reçoit une subvention de 1 000 $ par an. Les chômeurs sont payés 730 € par mois. Le salaire d'une infirmière d'hôpital est de 1 000 $. Pour chaque nouveau-né, on reçoit 7 000 $. Les nouveaux mariés reçoivent 64 000 $ pour acheter un appartement, etc., etc. Alors je sais pas. Enfin après, bon, évidemment, il faut vérifier hein, tout ça. Je cite, j'avoue, j'ai pas vérifié, enfin, j'ai pas les moyens de vérifier exactement l'exactitude de tout ça. Mais a priori, bon, je pense, je le crois volontiers, en tout cas pour une partie, que toute la situation a été améliorée. Encore une fois, ça me fait beaucoup penser au Venezuela de Chavez. Bon, je vais passer aussi très vite, puisque j'avais relevé un article d'une jeune femme qui s'appelle, enfin peut-être pas jeune d'ailleurs, j'en sais rien, qui s'appelle Coralie Delhomme, sur Marianne 2, donc qui félicite Nicolas Sarkozy parce il a accompli sa mission, il a rempli sa mission. Donc voilà, je pensais que Marianne 2 c'était plutôt à gauche, mais bon, pour attaquer les pays étrangers, visiblement on est tous avec Sarkozy. Bon, je passe hein, parce que vraiment, enfin, c'est un article d'une mauvaise foi, mais il y en a des dizaines, hein. J'aurais pu en relever des dizaines. Mauvaise foi. Et puis toujours s'interroger sur des questions qui n'ont pas d'intérêt. C'est-à-dire la question c'est est-ce que Sarkozy a oui ou non rempli sa mission? C'est pas est-ce que sa mission était dégueulasse ou pas. C'est juste est-ce que il avait dit qu'il attaquerait la Libye, est-ce qu'il a réussi? Voilà, c'est ça
c'est ça qui les intéresse. Bon, bah, pourquoi pas, c'est les journalistes français, ça, hein. Voilà, mais il y a quand même un journaliste français qui est pas mal. On a vu ça, pareil, j'ai relevé ça sur le site Égalité et Réconciliation. Un journaliste de France 24, là, depuis Tripoli, qui a annoncé donc, que les rebelles traquent les fonctionnaires loyalistes et bah, que clairement c'est une chasse à l'homme. Donc je vais peut-être vous passer l'extrait, ça dure une petite minute. C'est assez intéressant pour une fois que c'est un journaliste officiel, parce que France 24, vraiment, il y a vraiment pas plus officiel. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir une version pas trop pourrie de la part d'un média officiel. Oui, absolument, Judith. Il y a une zone en particulier, la zone de Bouslim. Mais là-bas, il s'agit beaucoup moins de combats, d'échanges de combats, que d'une traque des derniers fidèles du colonel Kadhafi, ou plutôt de ces artisans du système Kadhafi, les petits fonctionnaires qui servaient directement l'État, qui se regroupaient dans ce quartier de Bouslim, dans des barres d'immeubles, et qui, eux, n'ont pas eu la ressource pour prendre la fuite, pour échapper à la sanction de la rébellion. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui est certainement la phase la plus triste de la guerre en Libye, avec ces colonnes de rebelles qui s'acharnent sur ce quartier, sur ces gens, des familles qui sont réfugiées dans ces barres d'immeubles. Nos confrères arrivent à l'instant de l'hôpital principal de Tripoli, où ils ont vu toute la nuit et ce matin arriver de très nombreux blessés par balles, et parmi eux des personnes âgées, des femmes et même des enfants. Le CNT est resté tout à fait muet quant à cela. Il n'y a pas du tout d'appel à la reddition. On approche très certainement de la phase la plus triste du conflit, et il est probable que le CNT et la rébellion aura à en rendre des comptes à l'avenir. Et encore une fois, nous sommes dans une phase d'épuration qui semble absolument incontrôlée, notamment cette bande de Misrata, la ville martyre de la Libye, qui est remontée jusqu'à Tripoli pour exercer sa vengeance. Donc bon, bah, pour une fois qu'un journaliste donne quelques infos au moins, c'est intéressant. Donc, le journaliste s'appelle Mathieu Mabin. Je ne sais pas s'il va rester journaliste très longtemps, mais bon, même si les infos sont encore, pour une fois, sont au moins intéressantes, disons, pour du France 24, j'aimerais quand même qu'on décortique juste un petit peu la terminologie. C'est-à-dire qu'il parle d'événements tristes. Il répète plusieurs fois, c'est la phase la plus triste de la rébellion. Enfin, c'est-à-dire comme si avant c'était la joie, la bonne humeur. C'est-à-dire avant on s'amusait, on faisait la fête, ah c'est cool, on a renversé Kadhafi, faisons la fête. Et puis là, non, là c'est triste, parce que bon, quand même, il tue des loyalistes, des femmes et des enfants. Donc je pense que malgré tout, malgré les quelques informations qu'il apporte, ça reste. Il peut pas s'empêcher quand même de toujours essayer de mettre sous une lumière positive le reste du conflit. Ça, je pense que c'est très typique des journalistes. Simon, une petite réaction peut-être? Non, sauf que c'est vrai que c'est assez étonnant. Ça me rappelle une autre vidéo qui était aussi de France 20, de Nandi Télé, où on voyait la commentatrice commenter justement des images qui étaient en provenance alors, apparemment de la chaîne du régime kadhafiste, où on voyait une journaliste qui était donc sur un plateau et qui menaçait directement l'OTAN et les agents d'étrangers en prenant une arme, enfin, en sortant une arme de sa poche et en disant que le peuple libyen serait prêt à prendre les armes lui-même, que tout le monde était armé pour botter hors de Libye comment dire les troupes de l'OTAN. Donc cette information aussi me semblait comment dire très très contre-productive pour la propagande officielle, donc j'étais étonné qu'elle soit reprise. Donc voilà, parmi le marasme de l'info officielle, il y a des fois des petites informations qui passent et on comprend pas bien pourquoi elles sont passées. Alors peut-être que c'est pour ne pas que la propagande soit trop visible, je n'en sais rien. Ok, bon moi je pense qu'on va arrêter là sur la Libye, donc si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas. Alors avant d'arrêter, j'ai une chose à dire sur la Libye, puisque je voudrais rebondir tout à l'heure sur les rebelles, puisque on sait que donc ça c'est la base, mais la tête c'est effectivement donc le CNT. Et donc moi ce CNT, il m'inspire pas vraiment confiance depuis notamment l'affaire BHL en France, hein, où on voit que ce sont des gens qui sont dans les petits papiers du réseau de BHL, donc en gros ce qu'on peut appeler l'axe américano-sioniste comme il y a d'autres,
Donc des gens qui sont prêts à rencontrer BHL et donc par ce réseau pouvoir avoir un entretien avec Sarkozy et donc du coup faire voir leurs vues avant les vues du ministre des Affaires étrangères qui est censé être légitimement euh, comment dire légitime, à savoir monsieur Alain Juppé. Et puis seconde chose, alors ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit précédemment avec Thierry Messant, c'est que Thierry Messant a fait une interview justement avec où c'était le professeur qui interviewait pour donner des nouvelles depuis son hôtel à Tripoli où il était bloqué. Et il avait eu vent donc des images de la place de Tripoli, donc la place verte, la place donc du régime de Kadhafi, qui était tombée aux mains des rebelles. Et donc on voyait les drapeaux libyens et la place envahie par les rebelles. Et donc Messan pensait, enfin il pensait que ces images avaient été fabriquées dans des studios. Alors moi j'étais un petit peu dubitatif, et il se trouve que quelques jours plus tard, il y a une autre vidéo de monsieur, alors j'ai plus le nom en tête, Abder Jalil, quelque chose comme ça, qui est donc un représentant du CNT, et qui avouait, sans toute honte bue, sur la chaîne nationale, enfin sur une chaîne, peu importe, de télévision, que effectivement les images de cette prise de la place avaient été bidonnées et qu'elles avaient été enregistrées en studio. Et ils s'en félicitaient d'avoir utilisé la propagande de guerre et donc des médias mensonges euh, pour, euh, pour servir donc ses intérêts, à savoir la reconnaissance du CNT par plusieurs ambassades et puis la déstabilisation effective des troupes de Kadhafi. Voilà, donc ce sont des gens là, qui sont dans les petits papiers de BHL et donc de l'OTAN et de l'axe négationniste et qui sont en plus du coup qui peuvent organiser des actions de ce type, c'est-à-dire des médias mensonges, et qui ont les relais pour les relayer. Donc on peut se poser des questions sur leur légitimité. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur la Libye. On peut passer à la suite. Bah, d'abord, vos interventions, si vous en avez, ou vos questions. Moi, j'aurais une question, c'est si cette vidéo, enfin si ces images sont bidons, qu'en est-il vraiment de la position des rebelles à Tripoli par rapport au pouvoir officiel? Moi, ma position, parce qu'en fait, les images bidons, il y en a eu des tonnes, par exemple. Euh, si tu veux, l'OTAN bombarde très souvent des zones. Alors évidemment, bon, bah, tout le monde évacue puisqu'il y a des bombardements. Ensuite, tu as les rebelles qui arrivent, qui plantent un petit drapeau et qui disent ça y est, on a conquis cette région. Ça s'est passé beaucoup comme ça. Euh, Après, je pense que tout ça, ça permet de mobiliser à l'international, évidemment, donc de justifier, ah bravo, ils avancent, ça, c'est génial. Et puis ça doit permettre sans doute aussi pour les rebelles, parce qu'après tout, la propagande auto-intoxique aussi ceux qui la promeuvent, hein. C'est-à-dire que même les rebelles, eux, ils doivent y croire aussi qu'ils avancent, ceux qui sont dans d'autres zones. Je pense que ça doit aussi les motiver, etc. Et puis, comme les bombardements n'ont pas cessé, ça leur a quand même permis d'avancer. Donc, je pense qu'effectivement, là, je pense qu'ils sont quand même entrés à Tripoli et qu'ils ont quand même pris Tripoli. Après, pour savoir s'ils ont les moyens de tenir le pays entier, si par exemple l'OTAN partait demain, je pense que c'est quasiment sûr que non. Si l'OTAN reste, là, je sais pas. Simon, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah, c'est là que c'est assez compliqué de se faire une idée puisqu'on a des informations contradictoires. Euh, A priori, moi, je pense que pour le régime de Kadhafi, c'est quand même plié. Les rebelles contrôlent, à mon avis, quand même une partie non négligeable de, de Tripoli, enfin des environs et du pays. Puis de toute façon, ils sont évidemment supportés par l'OTAN. Donc, enfin, ça me semble peu probable qu'un petit pays de 6 millions d'habitants oppose une grande résistance à, à l'axe donc de l'OTAN. Donc, je pense que ils vont finir par lâcher. Donc, les rebelles et le CNT vont finir par prendre le pouvoir effectivement. Ensuite, pour la question de William, qui demande le peuple de Tripoli a-t-il pris ou va-t-il prendre les armes contre les rebelles? Alors, est-ce qu'ils ont pris les armes? Je ne sais pas, je ne crois pas.
vont-ils prendre les armes? Alors déjà, pour prendre les armes, il faut qu'il y ait des armes. Donc il faut les armer. Qui va les armer? C'est pas si facile, parce que là, l'OTAN, il balance des cargaisons d'armes de dernière génération pour les rebelles. De l'autre côté, c'est peut-être pas si facile de pouvoir armer les gens. Déjà, qui on va armer? Il faudrait qu'ils soient volontaires, mais vu la situation actuelle du pays, ça doit pas être facile de se pointer dans un bâtiment officiel pour dire moi je veux défendre le régime libyen. Ensuite, comment dire, moi je pense que là on assiste typiquement à ce qu'on appelle une minorité agissante qui prend le pas sur une majorité silencieuse, c'est-à-dire que la majorité soutient probablement Kadhafi, mais les majorités, elles n'ont pas forcément envie de se battre, elles n'ont pas forcément envie de prendre les armes, de risquer leur vie, etc. C'est très compliqué. La minorité agissante, elle, bah oui, eux, ils y vont, ils sont motivés, ils sont soutenus, ils sont agités bien comme il faut par les puissances extérieures qui leur promettent monts et merveilles en plus, probablement, au moins pour les chefs. Donc, moi, ça me paraît très très compliqué que la population prenne les armes. La population majoritaire, je pense qu'ils subissent un peu les événements et, et que, voilà, là, je pense quand même que Kadhafi est très mal barré, excusez-moi du terme. Donc, ouais, non, je vois pas la population, la majorité silencieuse, je la vois pas du tout devenir agissante. En tout cas, pas à échelle suffisante pour vraiment contrecarrer, parce que si c'était juste contre les rebelles, à la limite, peut-être, mais avec l'OTAN, les bombardements, etc., tout ce qu'ils subissent, les menaces de violence à la moindre suspicion, c'est-à-dire, bon, bah, ils prennent une balle dans la tête, hein, ceux qui sont suspectés de vouloir agir contre les rebelles, c'est quand même assez dissuasif, hein. Alors une question sur est-ce qu'on a des pistes plus précises sur l'origine des menaces entre Thierry Messon? Donc bah, Simon, si tu veux répondre, ou peut-être le libre penseur veut répondre à ça. Oui, si le libre penseur veut répondre, je pense qu'il serait plus approprié. Mais effectivement, Thierry Messon, on sait que depuis longtemps il y a des menaces. Hein, il est parti de France puisque sa sécurité n'était plus assurée après l'élection de Sarkozy. Donc effectivement, il manque pas d'ennemis. Et bah, c'est certainement des réseaux plus ou moins peut-être américains, israéliens, des choses comme ça. Oui, Thierry Messon, c'est pas compliqué. C'est le 11 septembre, hein, donc depuis l'élection de Sarkozy, il a reçu des menaces verbales à l'aéroport en, en 2007 en lui expliquant que depuis Sarkozy, sa sécurité n'était plus assurée en France. Du coup, il est parti en Syrie, Liban. Et là, concernant Tripoli, il a bien expliqué que c'était des journalistes, faux journalistes, des espions en fait, de la CIA et toute, enfin Mossad et compagnie. Et ça a été confirmé en fin de compte, in fine, hein, tout est pour monter ce tarabiscotage de la fausse place verte, etc. Il faut absolument qu'il y ait une collaboration active des journalistes, sinon ça n'a aucun sens, c'est pas possible. Il suffit qu'il y ait deux, trois journalistes qui fassent passer un commentaire, une vidéo, c'est fini, il y a tout qui s'écroule. Donc il faut obligatoirement qu'il y ait une complicité active des journalistes. Et après, bien sûr, c'est une histoire avec les rebelles, et je vous laisse imaginer ce que nos ennemis peuvent faire, sachant qu'il est là-bas, etc. S'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas une mobilisation importante, je vous laisse imaginer ce qu'ils peuvent faire, hein. Ils les livrent aux rebelles et ça part en perte et fracas, quoi. C'est catastrophique. Donc les menaces, elles venaient au départ, en premier lieu, on l'a vu dans sa vidéo, des journalistes, et après c'était les rebelles qui ont essayé de les arrêter. Voilà. Alors effectivement, en attendant plus d'informations, je propose qu'on parle un tout petit peu de Chavez, Hugo Chavez, président du Venezuela, qui a l'air un petit peu fatigué avec son crâne rasé, puisque vous le savez peut-être, il a eu un cancer qu'il a soigné à Cuba. Je pense qu'il est un petit peu affaibli en ce moment, mais enfin bon, il garde quand même sa fougue. Et alors Chavez qui est très diabolisé depuis longtemps, hein, on a même soupçonné là dernièrement dans les médias officiels que Kadhafi avait pu se
se réfugier à Tripoli. Hein, c'est un petit peu comme que Kadhafi avait pu se réfugier à Caracas, au Venezuela, pas à Tripoli. Et donc, ça me rappelle un petit peu d'ailleurs quand on avait dit que Ben Laden était peut-être à Téhéran, peut-être en Iran. Donc voilà, on aime bien mettre le méchant du moment chez le méchant suivant, quoi, le prochain qu'on va attaquer. Donc Chavez là a attaqué de façon assez intéressante puisqu'il a déclaré qu'il voulait récupérer son or, qu'il voulait reprendre son or aux banques des États-Unis, de l'Union européenne, dont l'Angleterre, la France, etc. Et alors c'est assez intéressant parce que là, enfin, vouloir récupérer son or, ça ne se fait pas. Hein. Donc il y a une interview assez intéressante là d'un analyste argentin qu'il a fait sur. Alors je vais vous l'épargner parce que c'est tout en anglais. J'avais préparé, mais bon, 1 minute 20 en anglais pour certains, ça sera peut-être pas très agréable. Mais cet homme-là a une analyse assez intéressante puisque même si c'est involontaire, je pense, parce que lui il se réjouit éventuellement d'une attaque contre Chavez. Mais il le compare à Saddam Hussein. Il explique qu'en fait, Chavez s'est peut-être pas trop rendu compte de ce qu'il était en train de faire en voulant récupérer son or. Et il dit c'est un petit peu comme quand Saddam Hussein a voulu tout d'un coup que son pétrole soit payé en euros et plus en dollars. Tout d'un coup, ça mettait en danger évidemment la finance internationale et notamment le dollar, donc les États-Unis. Et cet analyste rigole beaucoup en disant Saddam Hussein a décidé ça en 2002 et en février 2003, il a eu quelques bricoles. Oui, et comme tu dis, bah, Simon, je te laisse peut-être faire ta remarque à l'oral parce qu'elle est intéressante, je pense. Oui, c'est que effectivement, Saddam Hussein a voulu vendre son pétrole en euros en 2002, comme tu le rappelles effectivement, ce qui peut être l'un des vrais déclencheurs de la guerre, puisque le reste était quand même fumeux, évidemment les armes de destruction massive et puis le pétrole que les États-Unis avaient en masse dans d'autres centres d'approvisionnement comme le Venezuela et d'autres pays du Moyen-Orient. C'est que effectivement Kadhafi aussi avait pour projet de vendre son pétrole en autre chose que cette monnaie de singe qui est devenue le dollar. Et donc il semblerait que dès que les dirigeants souhaitent vendre leur pétrole en autre chose qu'une monnaie qui ne vaut rien, ils soient sous les feux de l'OTAN et donc de l'Axe américain. En fait le dollar effectivement ne vaut plus rien depuis qu'il n'est plus indexé sur l'or, mais en fait le dollar en fait en quelque sorte il est indexé sur le pétrole du monde entier. Hein. C'est-à-dire que le pétrole n'a de valeur que parce que le pétrole du monde entier se vend dans cette devise. Effectivement, c'est ce qui a justifié pendant longtemps de laisser tomber les accords de Bretton Woods, c'est-à-dire que c'est ce qui a justifié que le dollar ne soit plus adossé à de l'or, parce que, soi-disant, il était désormais adossé au pétrole, qui était aussi une matière première indispensable, et que donc, voilà, le dollar était aussi bon que l'or, comme disait à l'époque, parce qu'il était encore adossé à autre chose, à une autre ressource stratégique, quoi. Et c'est ce qui fait surtout que les États-Unis n'apprécient pas quand la moindre attaque contre le dollar, en général, on dure pas très longtemps. Hein. D'ailleurs, enfin bon, là c'est plus anecdotique, mais Strauss-Kahn aussi, il avait dit que les fonds du FMI devaient arrêter d'être en dollars. Mais bon, il est tombé assez vite après aussi. Je ne sais pas s'il y a un lien. Enfin bon, on ne parlera pas de Dominique Strauss-Kahn ce soir parce que vraiment c'est inintéressant, je trouve. Bref, faut savoir quand même que Chavez, les États-Unis ont déjà essayé de le liquider à plusieurs reprises, hein, notamment un coup d'État qui a quasiment réussi, mais c'est le peuple qui s'est révolté et qui est allé le sauver. Donc pour le grand tyran de Chavez, c'est quand même pas trop mal d'avoir été sauvé par le peuple, ça doit vouloir dire qu'il est pas si nul que ça. Alors moi, j'avais envie de faire quelques remarques quand même sur, sur les gens, parce que sur Internet, en fait, Chavez, il y a plusieurs versions qui circulent dans certains milieux, dont un peu le nôtre, faut le dire. Chavez est souvent très apprécié. C'est un leader charismatique qui a beaucoup nationalisé, qui semble avoir fait vraiment des bonnes choses pour son peuple et beaucoup moins pour la finance, pour une fois. Donc un exemple assez rare. Mais
Il y a des cons, hein, bon, je me permets de les traiter de cons, qui circulent beaucoup, on les voit dans les commentaires sur Facebook, sur Dailymotion, qui disent ah, mais allez vivre, vous, à Caracas, vous verrez comment c'est dur. Bon, bref, le con classique qui a aussi une voix de merde, évidemment. Donc, bah, en fait, ce qui m'emmerde avec ces gens-là, c'est que souvent, ils, comment dire, ils parlent toujours de la situation dans notre pays par rapport notamment à la situation en France. Alors déjà, s'ils avaient une vraie idée de la situation réelle en France, et pas juste de l'image qu'on leur en donne, peut-être que même avec cette comparaison-là, le Venezuela gagnerait quand même. Mais bon, ils ont une image de la démocratie, de ceci, de cela, qui fait qu'ils jugent des pays comme le Venezuela, comme Cuba, avec nos standards. Donc effectivement, il y a pas, bon, la presse n'est pas super libre là-bas, en tout cas à Cuba, elle n'est pas libre, c'est clair. C'est une presse de combat, hein, de combat pour le régime. Mais ils comparent jamais à ce qu'il y avait avant, par exemple. Par exemple, à Cuba, avant, bah, il y avait un vrai dictateur. Les femmes, c'était des objets, enfin, dans le sens meuble, hein, c'est-à-dire, c'était des meubles, en fait. Il y avait aucun droit pour personne, enfin, etc., etc. Il n'y avait pas la santé gratuite, il y avait très peu de profs, très peu de, très peu de docteurs, etc. Le Venezuela, c'est pareil. Chavez a quand même endigué 75% de la grande pauvreté. Bon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a des accords avec toute l'Amérique latine, avec Cuba, pour faire un échange de pétrole, par exemple. Il échange le pétrole vénézuélien contre des docteurs et des instituteurs cubains. Ça, c'est vrai que pour des financiers ou des démocrates français, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, le pétrole, il faut que ça fasse de l'argent, il faut que ça fasse de la croissance. Il ne faut pas que ça amène des docteurs ou des instituteurs, on s'en fout de ça. Donc c'est vrai que c'est une autre vision du monde. Et en fait, c'est con, excusez-moi de le dire, mais sur tous ces sites là qui disent ah mais ouais mais moi j'ai été à Caracas, il y a plein de crimes. Ben oui, ouais, il y a du crime, c'est un pays pauvre. Et surtout ils oublient tous quelque chose. C'est que si ces pays ont quand même du mal et restent quand même pauvres, c'est aussi parce qu'il y a les États-Unis en face qui ont une vraie politique pour contrer tous ces régimes. C'est-à-dire Cuba est quand même sous embargo depuis plus de 50 ans. Plus de 50 ans peut-être pas. Attendez, il faudrait que... Ouais, 59 la révolution. Bon, bref. En tout cas, depuis des dizaines d'années, ils sont sous embargo des États-Unis. Le Venezuela n'est pas sous embargo, hein. Le pétrole est acheté par les Américains, mais malgré tout, il y a une politique américaine de diffamation du pays, etc., qui est très impressionnante. Mais ces gens, non, ils pensent tout savoir. Donc, c'était un petit message, une petite dédicace aux cons de Facebook et de Dailymotion. Vérifiez ce qui se passerait s'il n'y avait pas de Chavez au Venezuela. Et ensuite, vous donnerez peut-être des leçons à ce genre de leader, quoi. Et surtout, quand on a Sarkozy et qu'on a élu Sarkozy dans notre pays, on ne devrait pas donner de leçons aux gens. Non, l'embargo sur Cuba, c'est Kennedy qui l'a voté, donc c'est les années 60. Voilà. Euh, donc, puisqu'il y a cette anecdote célèbre de Kennedy qui a fait venir un de ses ministres, qui lui a demandé de lui ramener 2000 cigares cubains. Le ministre lui a ramené les cigares, enfin le ministre ou un de ses attachés lui a ramené les 2000 cigares cubains, et il les a pris et ensuite il a signé l'ordre d'embargo sur Cuba. Voilà, donc histoire assez sympathique. Et donc c'est vrai que ça dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais tout ça, ça ne doit pas entrer en ligne de compte, non. Castro, ça a été un dictateur, c'est un méchant. Bon voilà, c'était mon petit coup de gueule, j'avais envie. Sur l'or, peut-être, il y a quelques réflexions de Jovanovic là, sur son blog qui sont assez intéressantes, quelques articles plutôt. Euh, donc Hugo Chavez, je cite Jovanovic, Hugo Chavez a fait un coup de génie, nationalisé ses mines d'or et demandé à la JP Morgan, à la Barclays, à la Standard Chartered, à la Nova Scotia et à la Bank of England de lui rendre l'or du Venezuela entreposé dans leurs coffres. Vous imaginez la réaction paniquée de ces établissements qui, pour la plupart, ont dû les prêter comme d'habitude. Bref, ce fut le coup de feu, un vrai trou d'air, et en ce moment, c'est de la folie. C'est la folie, ils sont en train de s'agiter dans tous les sens pour reconstituer le stock, soit 211 tonnes d'or. Comme vous le savez depuis longtemps, il a été vendu entre 45 et 80 fois plus d'or en papier que d'or physique disponible. Et parce que comme à la base de la monnaie, les banques pensent que bah, ça va, l'or, tout le monde ne va pas venir le chercher, donc on peut vendre de l'or papier, et puis on peut vendre plus d'or papier qu'il n'y a vraiment d'or dans le coffre.
Donc, c'est pas grave, personne va venir réclamer tout son or en même temps. Bah ouais, mais quand un pays comme le Venezuela réclame son or, ça commence à poser des problèmes. Et si jamais ça faisait tache d'huile, c'est-à-dire que d'autres pays disaient bah, le Venezuela récupère son or, ben moi aussi, le Brésil, je sais pas, des pays d'Amérique latine pour commencer, mais peut-être aussi des pays d'Europe, pourquoi pas, qui demandaient à réclamer leur or, tout d'un coup, ça deviendrait catastrophique, absolument catastrophique. Mais alors dans le bon sens ou dans le mauvais sens, je sais pas, mais en tout cas pour le système, ça serait pas terrible, ça c'est clair. Donc voilà les infos sur Chavez et l'or. Donc Chavez qui a parfois de bonnes idées. Alors j'attends de voir s'il va vraiment le récupérer. Apparemment, il veut faire ça de façon progressive parce que comme vous le savez peut-être, les lingots d'or sont souvent assez faux là dernièrement. C'est-à-dire il y a des lingots d'or qui sont, je sais pas, imbibés de tungstène pour obtenir le poids, mais en fait il y a beaucoup moins d'or à l'intérieur. Ouais, voilà, des tungstènes. Donc ils tiennent quand même à faire ça de façon progressive, de façon à vérifier que l'or qu'ils ont confié, qui était du vrai, leur revient bien sous la même forme. Je pense qu'ils n'ont pas trop tort dans leur idée. Simon, peut-être un petit commentaire sur Chavez? Non, pas plus que ce que tu as dit. J'ai effectivement visionné cette vidéo avec beaucoup d'intérêt et je pense que c'est effectivement une bonne idée que Chavez récupère son stock d'or en lui souhaitant que Fort Knox ne soit pas vide. À Fort Knox, c'est passionnant, hein. Ça fait des années que... Alors Fort Knox, faut savoir, c'est l'entrepôt dans lequel est censé être détenue la réserve d'or des États-Unis. Donc, il est censé être rempli de montagnes d'or. Et certains députés américains, parce qu'ils ne sont pas tous malhonnêtes, suspectent très fortement que la réserve est totalement vide, hein. Je pense qu'ils ont assez raison. Et donc, ils demandent à auditionner la réserve de Fort Knox. Et évidemment, ça leur est tout le temps refusé, hein. Je crois que ça appartient à la Fed ou quelque chose comme ça. Donc, ça leur est refusé. Ce qui est intéressant dans une démocratie, que les députés soient interdits dans ce genre de bâtiment qui est censé être la base, hein, quand même pour leur monnaie. Voilà. Alors après, il y a aussi les complotistes. Moi, bon, ça me fait toujours marrer qui disent en fait, il faut absolument inspecter Fort Knox parce que euh, on aurait caché dedans des soucoupes volantes d'extraterrestres qui sont venus. Et en fait, c'est pour ça que l'or aurait disparu, parce que des extraterrestres s'en seraient emparés et il y aurait encore les restes de la soucoupe à l'intérieur. Je, je ne, je ne confirme pas cette hypothèse, hein, que les choses soient claires. Par contre, le fait que la réserve de Fort Knox soit vide et que l'or ait quasiment disparu au profit des Goldman Sachs Co, je suis assez convaincu là-dessus. Donc, si nos auditeurs veulent intervenir, ils sont invités à le faire, avec plaisir. Moi, je vois mal comment le Venezuela ne serait pas attaqué par l'OTAN dans l'année qui vient, quoi, parce que c'est le même scénario, grosso merdo, que pour l'Irak et la Libye. Donc, on est en train de se diriger vers l'intro du film Avatar, quoi. Oui, alors effectivement, je pense que le Venezuela est une cible, clairement, en tout cas Chavez évidemment est une cible. Euh, je pense qu'avec tous les trucs et tous les mouvements qui se passent, là, le printemps arabe, etc., je pense qu'ils s'occupent d'abord de cette région-là, et que bon, ils peuvent pas être partout, hein, donc c'est peut-être pas la priorité. Mais effectivement, le Venezuela leur pose problème. Mais moi, je pense que le Venezuela leur pose peut-être pas tant de problème que ça, parce que Chavez n'est pas éternel. Là, en plus, comme je vous dis, il a quand même eu un cancer, il a l'air assez fatigué, donc c'est pas dit qu'il dure pendant encore très longtemps. Et vous savez, la Cinquième République, sous De Gaulle, ça fonctionnait pas trop mal, hein. Le problème, c'est que juste après De Gaulle, ça a plus jamais fonctionné. Parce qu'on a eu directement Pompidou, etc., etc. Donc, c'est possible aussi qu'il laisse Chavez faire un peu. Ouais, Laurent Dissident, si tu voulais bien ne pas ouvrir ton micro, histoire que ça fasse pas d'écho, ce serait parfait. Je te remercie. Ok, je reprends. Donc, je disais, Chavez, il constitue quand même un bloc, comme Pierre Hillard a pu le décrire, avec les pays d'Amérique latine. Alors, tant que Chavez est là, effectivement, ça va plutôt dans le sens des peuples, etc. Mais c'est très possible que les États-Unis se disent, bon, quand il sera plus là, ce sera pas trop difficile de financer quelqu'un, de faire monter quelqu'un qui servira nos intérêts et qui le remplacera fort bien.
Donc peut-être que ça construit quelque chose qui sera facilement récupérable. Encore une fois, comme Pompidou a très bien récupéré la Cinquième République quelque part. Voilà, et aujourd'hui on a Sarkozy. Donc c'est pas dit que Chavez soit une priorité à cause de tout ça. Parce qu'évidemment, au niveau de l'image, c'est aussi assez compliqué maintenant de le liquider, hein. Il est quand même très bien implanté en Amérique latine, très reconnu. C'est difficile, hein. Je dis pas que c'est impossible, hein, bien entendu, mais c'est difficile. Dans le petit zapping que j'ai préparé, vous aurez on l'écoutera tout à l'heure, vous aurez l'extrait, hein, sur certains économistes qui suggèrent que nous vendions le reste de notre or. C'est très intéressant parce que ça sert à rien l'or en fait. Très bien, donc on finit avec deux différents papiers. Donc premier papier sur l'euro, un petit papier de l'UPR, donc l'Union populaire et républicaine, qui sont d'après moi, donc du mouvement de François Asselineau, qui sont d'après moi une référence sur tout ce qui concerne l'Europe et l'Union européenne. Donc ils ont fait un papier sur l'euro, donc je vous le lis. Je l'ai écourté, hein. Vous pourrez aller sur leur site si vous voulez le retrouver et le lire entièrement. Donc techniquement, le rachat d'obligations italiennes ou espagnoles est en train de dégrader très rapidement le bilan de la Banque centrale européenne, ainsi que celui des banques centrales nationales de l'eurosystème, dont la Bundesbank, qui est donc la banque allemande, la banque centrale allemande. Au sein de la zone euro, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Finlande ont déjà informé, premièrement, qu'ils ne paieront plus pour le Fonds européen de solidarité financière. Deuxièmement, qu'ils ne souhaitent en aucun cas continuer à dégrader la structure bilancielle de leur banque centrale nationale. Et oui, parce qu'à force de prêter, le bilan de leur propre banque centrale est forcément en train de se dégrader. D'accord ? Donc, merci, ouais. Donc, merci à LLP pour sa participation. Donc je continue. Cela signifie que l'euro n'a plus longtemps à vivre. J'estime donc qu'il est probable, c'est donc François Asselineau qui parle, qu'il est probable que l'Allemagne siffle la fin de partie très rapidement. La fin de l'euro n'est sans doute plus une question d'années, mais de mois, sinon de semaines. Tout en essayant de faire reposer la responsabilité politique sur d'autres, l'Allemagne va probablement briser l'euro d'une façon ou d'une autre. Par exemple, premièrement, en supprimant la libre circulation des transferts financiers entre un État de la zone euro et l'Allemagne. Petit 2, et ou en refusant tout net d'acheter des obligations italiennes ou espagnoles. Donc, si c'est en effet ce que décidait l'Allemagne, ces mesures d'apparence technique signifieraient ipso facto la réapparition des monnaies nationales, avec un euro-marque, un euro-franc, un euro-lire, etc., dont les cours fluctueraient instantanément les uns par rapport aux autres. Il n'y aurait alors plus d'autre solution que de recréer en toute urgence des monnaies nationales sous forme fiduciaire, billets et espèces. Naturellement, cette réapparition brutale se ferait dans l'impréparation de la France, et bien entendu avec des problèmes techniques colossaux en perspective, puisque rien n'a été anticipé. Alors là, je vais poursuivre un petit peu ce que dit François Asselineau, parce que si l'euro, à l'heure actuelle, s'effondre, et qu'effectivement il explose, et que les monnaies nationales ressurgissent, le problème, c'est que c'est peut-être une catastrophe. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'on n'anticipe strictement rien en France. Il se refuse totalement, puisque vous savez d'ailleurs que François Asselineau, il a fait un rapport à Nicolas Sarkozy quand il était ministre des Finances pour expliquer que l'euro n'était pas viable et allait exploser et qu'il fallait anticiper. Et c'est à cause de ça qu'il s'est fait mettre au placard, notamment, et que sa carrière a eu un petit peu de mal à redécoller depuis. Et donc, en fait, on n'anticipe rien en France parce qu'on veut pas imaginer que l'euro va s'arrêter. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas quels sont les intérêts qui sont derrière, même si, bon, des fois je me doute, mais j'ai pas d'éléments là sous les yeux. Mais là, pour l'instant, ça serait peut-être une catastrophe parce que, comme on n'a rien anticipé, on va faire quoi? Déjà, la loi de 73, bon, bah, elle restera en application dans le traité de Lisbonne, hein, puisqu'elle a été reprise. Autrement dit, ça ne changera rien. La France devra toujours emprunter à des banques privées. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut proposer, ce que propose par exemple l'UPR, qui est de sortir l'Union européenne en appliquant l'article 50 du traité de Lisbonne, et ensuite de revenir sur la loi de 73, et donc de se reprêter, que l'État se refinance lui-même, et se reprête à lui-même à 0%. Ça, c'est une solution viable. Un euro qui s'effondre alors qu'on continue à emprunter au marché financier, ça veut dire que notre note se dégrade, etc., et qu'on empruntera à des taux beaucoup trop forts. Donc que la France sera asphyxiée. Vraiment, cette incapacité à anticiper totalement la sortie de l'euro va nous foutre dans la merde. Donc c'est vrai que pour l'instant, même si on peut peut-être se réjouir d'imaginer que l'euro va s'effondrer, c'est pas dit du tout que ça soit une bonne nouvelle. Parce que
il faudrait que ça se fasse avec une préparation et avec une volonté politique. Parce que là, si ça s'effondre, ça sera de façon totalement involontaire. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Simon. Est-ce que tu penses que... Moi, je suis pas sûr que l'euro va s'effondrer tout de suite, hein. Là, François Asselineau a l'air de penser que ça va arriver très vite. Je suis pas convaincu que ça va arriver si vite que ça. Et puis je sais pas ce qu'ils préparent. Peut-être qu'ils essaient de gagner du temps pour préparer autre chose. Je sais pas, un euro-dollar. Peut-être qu'on va rentrer dans l'améro plus vite que prévu. Je sais pas. Tu penses que l'euro va s'effondrer, toi, ou pas? J'en profite pour te signaler que ton micro des fois coupe, donc je ne sais pas si tu as un problème technique ou pas. Alors pour répondre à ta question, effectivement, cette année, je regardais donc souvent l'émission de TADI. Il y avait un économiste qui était venu plusieurs fois et qui c'était un petit peu une sorte de fil rouge de blague enfin comment dire prévoyait à chaque fois la fin de l'euro pour novembre ou décembre 2011 à un mois près de manière très précise en étayant un tas d'arguments que je n'ai plus en tête, hein, mais qui se, qui se défendaient. Alors c'est vrai que moi aussi j'ai tendance à me méfier un petit peu comment dire, de ces annonces de mort de l'euro, hein, puisque j'ai souvenir que Jovanovic a annoncé plusieurs fois la fin du dollar pour le lendemain sans que ça n'arrive jamais. Euh, je, sur cette position, c'est que le dollar me semble quand même beaucoup plus une monnaie qui ne vaut plus rien que l'euro. Donc je pense que la logique voudrait que ce soit le dollar qui tombe et puis après l'euro. Mais les Américains ont une puissance armée et ont comment dire, des cartes pour essayer que l'euro tombe avant. Donc voilà, c'est vrai que peut-être que l'euro pourrait s'effondrer là, à l'automne, à l'hiver, mais c'est fort aussi que ce soit pas du tout le cas, hein. Donc là-dessus, c'est vraiment, je n'ai pas vraiment d'idée, hein. Effectivement, je serais plutôt pour dire que l'euro va encore quand même, mine de rien, durer quelques années encore, quelques mois, qui vivra verra. Alors juste, je reteste. Est-ce que vous pouvez me dire si mon micro coupe à nouveau ou est-ce que vous m'entendez régulièrement à flux continu? Eh ben écoute, là, je t'ai entendu à flux continu. Ok, ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bah, sur comment dire, sur les échéances de la fin de l'euro, on peut en tout cas imaginer que comment dire, que tout sera bétonné au maximum jusqu'à la présidentielle de 2012, quoi. C'est à mon avis seulement après, et l'idée n'est pas de moi, hein, mais ce sera seulement après la présidentielle de 2012 que la casse va s'accélérer, quoi. Mais après, si on repense à la stratégie du chaos développée popularisée par Pierre Hillard, c'est là que moi je peux pas savoir comment ça va se passer, quoi. Enfin, personne peut imaginer comment les choses vont se dérouler, quoi. C'est-à-dire Vas-y, je t'en prie. non, c'est un peu confus, mais quelle est la stratégie du pouvoir mondialiste vis-à-vis de l'Europe? Est-ce que c'est que l'euro s'effondre? Je sais pas, parce que si on suit Pierre Hillard, encore une fois, l'idée c'est la fusion d'un côté des États-Unis, du Canada et du Mexique dans une union nord-américaine, et une fusion ensuite à l'horizon 2015 de l'Union nord-américaine avec l'Union européenne. Donc si l'Union européenne s'effrite et disparaît, c'est tout l'agenda en fait qui est remis en cause, quoi. Donc moi j'ai du mal à me positionner par rapport à ça, quoi. Je sais pas trop non plus. Juste une remarque quand même sur ce que tu as dit. En tout cas, c'est pas parce que l'euro s'effondrerait que l'Union européenne s'effondrerait. Moi, je pense on sera toujours piégé quand même dans l'Union européenne, même si on sortirait de l'euro, même si on sortait de l'euro, pardon, pour la faute de français. Donc, ouais, je pense on est assez mal barré dans tout ça. La solution par le haut, qui semble se dessiner quand même et qu'envisage François Asselineau, c'est effectivement que l'Allemagne en sorte. Parce que c'est vrai que si l'Allemagne en sort, bon,
Peut-être que les autres pays, du coup, resteraient dans un premier temps dans l'euro, donc se dévalueraient pas les uns par rapport aux autres, on se dévaluerait juste par rapport à l'Allemagne et à d'autres pays du monde, mais bon, ça peut booster les exportations. Et ça peut éventuellement permettre d'avoir du temps pour... Enfin, pas beaucoup, hein, parce qu'avec les crises grecques et tout... Ouais, non, en fait, c'est- c'est un cauchemar financier, et j'avoue que là, mon incompétence pour imaginer ce que ça peut donner. Mais en tout cas, on voit mal comment l'Allemagne... peut-être que l'Allemagne va quitter l'euro, voire l'Europe, parce qu'on voit mal comment ils vont continuer à payer pour tout le monde. Là, il y a la Grèce, c'est un gouffre, on en avait parlé dans le premier livre journal. Il y a aussi l'Italie, il y a aussi l'Irlande, il y a aussi le Portugal, l'Espagne. Enfin, c'est des gouffres de tous les côtés. On voit pas comment ils vont se résorber de toute façon, parce que l'euro est trop fort. Donc, bah, il y a pas vraiment de solution. Donc, soit l'Allemagne continue de payer, mais de toute façon, ils auront jamais assez d'argent pour ça. Soit, je ne sais pas. On peut quand même facilement imaginer, excuse-moi, Vano, une hémorragie, enfin, de rupture de pays avec l'UE, quoi. Si l'Allemagne sort de l'euro, je vois pas comment. J'imagine bien après certains petits pays, je sais pas, la Hollande ou des pays de l'Est, ou l'Italie ou le Portugal, décider de sortir de l'euro à ce moment-là. Et c'est quand tu disais tout à l'heure que l'Union européenne pourrait continuer à exister malgré la chute de l'euro, c'est possible, mais je me dis que qu'est-ce qui tient, sur quel socle l'UE tient-elle en dehors de l'euro, comme personne n'a adhéré vraiment je sais pas, enfin, à l'idéal européen, enfin, je veux dire, la Grèce a quand même très très mal pris à ce niveau-là, quoi. Donc, qu'est-ce qui permettrait à l'UE de tenir s'il n'y a plus l'euro? Pas grand-chose, quoi. À moins d'une guerre, peut-être. Ouais, bonjour à tous. Moi, je rejoins un peu Tanguy. J'ai aussi le sentiment que même s'il y a eu longtemps l'UE sans l'euro, maintenant qu'il y a l'euro, si l'euro tombe, faut quand même pas oublier que ça va être par l'euro qu'ils vont essayer d'imposer un gouvernement européen euh, à toute l'Europe, ce qui est quand même difficile. Ça ne s'est pas fait, mais c'était en projet. Donc, s'il n'y a même plus le projet, je vois mal comment l'UE pourrait avoir le sentiment qu'elle a encore un avenir alors qu'elle perd vraiment un de ses outils principaux de gouvernement européen, parce que quand tu as l'économie et tu peux imposer tout ce que tu veux, tu peux imposer le social, tu peux imposer les privatisations, tu peux imposer tout, quoi, les retraites, les 35 heures ou les 40 heures, bon, donc à partir du moment où tu n'as plus l'euro et tu n'as plus le projet de l'euro comme on avait avant l'euro, où tu avais l'impression que tu allais vers un plus d'Europe parce qu'on allait vers une intégration monétaire, à mon avis, l'Europe va chuter. Enfin, je le souhaite, mais je le crois aussi, heureusement. Sans doute, mais c'est pour ça aussi qu'actuellement, ils sont tous en train d'appeler à un gouvernement économique européen, dirigé dans un premier temps par Monsieur Van Rompuy. Voilà, parce que tous ces États, ils ne savent pas gérer leurs dettes, ils ne savent pas gérer les équilibres budgétaires. C'est pour ça qu'on entend parler de la règle d'or là, de Sarkozy. Euh, donc oui, effectivement, peut-être que tout ça c'est pour sauver l'euro parce que c'est une borne essentielle à la construction. Je sais pas. En tout cas, moi je pense que même si l'euro tombe, ça n'empêche pas quand même la construction vers quelque chose de plus mondialiste, puisque le marché transatlantique resterait valable, en tout cas resterait valable comme projet. Je sais pas, c'est très difficile à dire ce qui peut se passer si l'euro éclate. Donc je, je retiens vos avis. Ben justement, moi j'ai l'impression que s'ils se dépêchent d'appeler à une gouvernance européenne économique et financière, c'est justement parce qu'ils savent que l'euro peut tomber, qu'après ils n'auront plus cet outil et qu'il faut se dépêcher de le faire pour sauver l'euro, mais aussi parce qu'ils peuvent encore le faire tant que l'euro est là, quoi. Parce que quand il y aura plus d'euros, quelle règle d'or on s'en fiche là, ils peuvent l'imposer
parce que ils font le chantage au rachat de la dette, quoi. Parce que ça doit être la BCE ou leur fonds de soutien, la FS, je sais plus quoi, qui rachète de la dette des pays en difficulté. Quand il y aura plus l'euro, bah, ils seront impuissants. Je veux dire, chacun reprend sa monnaie et peut évidemment faire marcher la planche à billets avec la dévaluation que ça impose derrière, quoi. Mais ils auront plus le couteau par le manche. Donc je pense qu'ils se dépêchent pour sauver l'euro, mais aussi parce qu'ils pensent que c'est peut-être la dernière ligne droite pour avoir éventuellement la chance, entre guillemets, enfin vu de leur point de vue, de, de, de ligoter tout ça ensemble et d'empêcher la zone euro de se disloquer, quoi, de faire un truc qui fait que vraiment, enfin, c'est un peu le champ des signes, à mon avis. Oui, mais moi, il me semble, bien sûr que Todd, il a raison. S'il y avait du protectionnisme, peut-être qu'on aurait pu s'en sortir. Mais comme c'est pas leur politique, même s'il y a comment dire, une gouvernance économique centralisée européenne, ils vont pas faire du protectionnisme parce que c'est pas leur credo, quoi. C'est pas dans leur idéologie. Donc, de toute façon, ils vont continuer comme ça et de plus en plus libéraux et ouverts à tout vent. Donc oui, en théorie, ça aurait été peut-être une possibilité pour sauver l'Europe. Mais apparemment, c'est pas ça qu'ils voulaient. Leur idéologie libérale est encore plus forte peut-être que leur envie de sauver l'Europe, à croire. Moi, je pense pas que le protectionnisme aux frontières de l'Europe aurait pu marcher, même s'ils avaient voulu le faire, parce que il faudrait pour ça que les travailleurs français acceptent d'aller travailler, par exemple, en Pologne. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Le protectionnisme, c'est bien de protéger la zone, mais après, il faut que les travailleurs soient prêts. En France, quand il n'y a plus de travail dans le sud-ouest, bon, bah, les gens, ils partent au nord ou au nord-est, parce que ça reste en France, donc ils déménagent. Il faut que les travailleurs soient prêts à bouger. Est-ce que les travailleurs français sont prêts à bouger vers les pays de l'Est, qui n'ont pas les mêmes conditions de vie, qui ne parlent pas la même langue, etc. Non. Donc en fait, je pense que le protectionnisme européen ne pourrait pas marcher de toute façon. Donc effectivement, le protectionnisme, ça se fait au sein d'une nation. Et à moins d'avoir une nation Europe, mais c'est impossible d'avoir une nation Europe. Pas avec des langues différentes, pas avec... enfin, les peuples sont trop différents, sont d'accord sur rien. Donc non, je pense que le protectionnisme aux frontières de l'Europe n'aurait rien permis du tout. Ça aurait pu peut-être ralentir et avoir quand même des effets bénéfiques, mais de toute façon, ça n'aurait pas suffi. Non, moi, enfin, bon, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que c'est deux problèmes tout à fait différents. Le protectionnisme européen aurait pu permettre disons, peut-être pas de sauver l'Europe, mais si certainement d'améliorer grandement les conditions économiques européennes. Mais c'est évident que le deuxième volet, c'est une uniformisation mais je pense que c'est à ça qu'ils auraient tendu sur le long terme quand même. C'est d'avoir une uniformisation des salaires, des protections sociales. Enfin, ça, c'est ce que veut dire ce qu'ils disent plus d'Europe, quoi. Que l'Europe a raté parce qu'il n'y avait pas assez d'Europe, qu'il faudrait plus d'Europe parce qu'eux, ils imaginent que si tu es dans une Europe nation, parce que pour eux, ils s'en foutent des langues, de l'enracinement, tout ça, c'est pas leur truc. Mais quand même, au niveau économique, certainement qu'ils imaginaient qu'à terme, on arrivait à une économie intégrée dans laquelle les salaires sont à peu près les mêmes aux quatre coins de l'Europe, ce qui fait que tu n'as pas besoin de délocaliser à l'intérieur de l'Europe, quoi. Effectivement, tu as raison, pour l'instant, ça se faisait parce que les salaires en Pologne, c'est pas du tout les mêmes qu'en France, et que les gens ont évidemment pas envie d'aller vivre ailleurs. Mais je pense que pour eux, enfin, je suis pas dans leur tête, mais j'imagine qu'ils pensaient qu'à terme, il y aurait un équilibrage du niveau de vie, quoi. Et que ça ne pouvait marcher que comme ça, d'où leur idée, plus d'Europe, toujours plus d'Europe pour que l'Europe marche. Enfin, de toute façon, on n'aura jamais la réponse puisque on n'aura certainement jamais de protectionnisme aux frontières européennes et peut-être avec un peu de chance, on n'aura même plus d'Europe et plus d'euros. Donc voilà, on ne saura jamais qui de nous avait raison. Ouais, bah, de toute façon, c'est vrai que c'est intéressant de se poser ces questions. La dernière fois, on avait aussi une question sur est-ce que si la BCE prêtait aux États à 0%,
ça pourrait résoudre des problèmes. Toutes ces questions sont très intéressantes, mais ce sont vraiment des questions entièrement théoriques, puisque le projet européen n'est pas fait pour ça. Le projet européen est fait pour, dans les intérêts notamment des États-Unis. Le projet européen est fait pour instaurer le libéralisme dans tous les pays, et même ce qu'on appelle l'ultralibéralisme. Le projet européen est fait pour tout ça, donc finalement se poser des questions si est-ce que des mesures qui ne sont pas vraiment libérales, en tout cas qui sont peut-être libérales mais d'un point de vue très raisonnable, libérales à l'ancienne, c'est intéressant de se poser ces questions, mais en fait, de toute façon, elles n'ont aucune chance de se produire. C'est ça le problème. Donc c'est un exercice intellectuel qui me paraît très intéressant. Donc je ne dis pas du tout que la question est mauvaise, mais toutes ces choses-là ne peuvent se faire qu'à l'échelle nationale. Et déjà, on voit à quel point on a du mal à les mettre en place à l'échelle nationale, tant on a des élites difficiles. Alors vous imaginez convaincre les élites de 27 pays différents. Bon, c'est impossible. Donc Todd il est très bien, mais il me paraissait plus sérieux parce que dans un premier temps, il parlait du protectionnisme à l'échelle nationale. C'est fin des années 90, il avait un livre qui parlait du protectionnisme à l'échelle nationale. Et depuis, bon, puisqu'il y a eu plein d'évolutions sur l'Europe, il s'est dit, bon, bah, ça se fera pas, il faut le faire à l'échelle européenne. Mais je pense c'était beaucoup plus sérieux quand il le faisait à l'échelle nationale. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer malgré tout ce type de solution à l'échelle européenne, mais de manière temporaire, quoi? Parce que même si effectivement ça va pas du tout dans le sens de l'idéologie européiste, est-ce qu'à un moment donné, ça devient pas la seule solution pour sauver l'UE, quoi? Le problème, c'est que je vois pas quelle solution ils pourraient envisager de prendre et sur lesquels ils pourraient se mettre d'accord. Donc, est-ce que tu as peut-être une idée plus précise de solution pour qu'on voit ensemble si on pense qu'elle est possible ou pas? Bah, tu évoquais la possibilité que le BCE fasse des prêts à taux zéro, voilà, ça que je pensais. Ça, plus un protectionnisme européen, parce qu'à un moment donné, ça peut peut-être à un moment donné sauver les meubles, quoi, tu vois, de la construction européiste. Et puis une fois que les choses sont un peu rentrées dans l'ordre, et ben on redessert les taux et puis ça redevient l'anarchie libérale comme c'était avant, quoi, tu vois. Ouais, bah écoute, je vais te dire, ça, c'est possible. En tout cas, d'après moi, c'est possible. Le seul petit truc qu'il faut, c'est battre le lobby bancaire. Et je sais pas si tu vois quelle est la puissance de la banque à l'heure actuelle, mais battre le lobby bancaire, tu sais que tu as des présidents qui ont fait écrire des présidents américains qui ont fait écrire sur leur tombe, j'ai battu le lobby bancaire. Je sais plus quel est ce président qui avait fait écrire ça, tellement la tâche est ardue, quoi. Et Woodrow Wilson. ouais, oui, c'est Wilson, parce que Wilson, il a, ouais, ok. Et non, Wilson, il a écrit, j'ai été battu par la banque, non? Non, Woodrow Wilson, j'ai vaincu la banque, je pense. D'accord, je confonds avec celui qui a créé la Fed. Enfin, sous qui a été créée la Fed. Donc, bref, bon, on vérifiera en tout cas. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut battre le lobby bancaire, parce que si la BCE commence à prêter aux États à 0%, ça veut dire que ce ne sont plus les banques privées qui prêtent aux États. Et t'imagines la chute de leur chiffre d'affaires. Bon voilà, donc faut battre le lobby bancaire. Alors est-ce que c'est possible? Moi ça me paraît très très compliqué pour l'instant. À moins que la banque se rende compte de la nécessité de telles réformes, un peu comme à une époque, le keynésianisme a été un peu une solution temporaire entre la fin de la guerre et puis et le retour de l'ultralibéralisme dans les années 80, quoi. En tout cas, effectivement, c'est très très compliqué. Donc, bah, écoutez, je vais peut-être finir, enfin on terminera par le petit zapping, mais je vais vous faire le dernier papier puisqu'il porte sur David Rockefeller, donc ça va peut-être nous faire un peu l'enchaînement. Donc il y a eu un article sur Le Poste à nouveau, qui est un site pas mal. Donc David Rockefeller, président et fondateur du groupe Bilderberg, de la commission trilatérale,
président du CFR. Vous savez, CFR, c'est Council on Foreign Relations, qui est un organisme qui dicte un peu la politique étrangère des États-Unis, hein, pour être clair. Et donc ils ont pris des extraits de ses mémoires qui sont assez intéressants. Donc je vous cite, tout ça et tous ces extraits viennent des mémoires de David Rockefeller. Allez, premier extrait. Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est la bonne crise majeure et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. Sympathique. Ah oui, effectivement, Tanguy, Andrew Jackson, c'est lui qui a battu le lobby bancaire. Ça me dit franchement quelque chose. Donc merci à notre auditeur. Oui, non, Woodrow Wilson, c'est celui qui a perdu hein, contre la banque, puisque c'est sous lui qu'a été créée la Fed, hein, si je me souviens bien. Donc ça paraît. Donc première citation de David Rockefeller qui est assez intéressante, puisque effectivement là j'ai l'impression qu'on est dans une crise majeure. Donc ça peut expliquer des choses qui se passent. Deuxième citation. Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine et d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Intéressant aussi. Et la troisième citation. Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée, ainsi qu'une structure économique. Un seul monde, si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. Voilà, donc bah écoutez, je pense que au moins il a le mérite de l'honnêteté dans ses mémoires. Hein. Donc voilà, comme ils disent en commentaire du post, en fait, tout est dit. Il suffit de savoir lire ce que disent les grands de ce monde. Donc voilà. Il cite aussi à la fin de cet article du Post, il cite John Fitzgerald Kennedy qui disait « La direction du bureau du président a été utilisée pour fomenter un complot pour anéantir la liberté des Américains, et avant que je ne quitte le bureau, je dois informer les citoyens de ces conditions. » Donc c'était John Fitzgerald Kennedy dans un discours fait à l'Université Columbia le 12 novembre 1963, c'est-à-dire 10 jours avant son assassinat. Bon, on y verra un lien si on veut. Alors veuillez m'excuser, on m'informe que ça coupe un peu. Donc, je ne sais pas trop ce que vous avez raté. Voilà, Simon, un petit commentaire peut-être sur cette chère famille Rockefeller qui aura fait du bien au monde depuis des siècles. Oui, bah cet article du Post qui parle des mémoires donc de ce Rockefeller, bah ça fait écho à d'autres mémoires. Alors, je sais plus de qui c'était, peut-être Rothschild ou non, j'ai plus en tête. C'était Pierre Hillard qui parlait de ça. Et pareil, c'était des mémoires très très limpides en fait. Hein, comme dirait un auditeur, c'est qu'il y a pas de complot. Avec les gens, cette élite qui veut imposer le ordre mondial, eh bien, elle le dit clairement. Donc moi, à propos de Rockefeller, il y avait une interview qui m'avait beaucoup interpellé. C'était une interview alors je crois que c'était quelqu'un qui était dans la production du cinéma à Hollywood, il me semble, Aaron, j'ai plus le nom, quelque chose, et qui avait eu Aaron Rousseau, merci Tanguy, et qui avait eu un entretien privilégié avec Rockefeller, qui lui avait fait des confidences, et il se contentait donc de les transmettre dans cette vidéo, et c'était vraiment bluffant de cynisme et comment dire, on se rendait compte vraiment que le pouvoir était partagé par une petite élite qui a donc toujours voulu imposer ce fameux nouvel ordre mondial. La citation rapportée par Pierre Hillard, en fait, c'est la même que c'est bien une citation de Rockefeller et c'est la même que l'on retrouve dans l'article du Post, en fait. Donc le Post a repris en quelque sorte un scoop que Pierre Hillard avait fait pendant ses conférences en 2008. Merci Tanguy, c'est vrai que
je me disais bien que ça me disait un truc. Bah, écoute, merci. Puis voilà, je pense que on peut peut-être passer au zapping, à part si d'autres personnes veulent réagir à propos de ces citations de Rockefeller qui sont vraiment du petit lait. Et j'en profite pour signaler que dans le chat, effectivement, ce producteur de cinéma, Aaron Russo, là, qui s'était confié à propos des confidences de Rockefeller, a disparu d'une mort douteuse quelques temps après. Donc, hasard ou coïncidence, ou coïncidence, je ne sais pas. Ok, allez, bah, je vais envoyer le petit zapping. Alors, apparemment, mon micro coupe un peu. Donc, si jamais vraiment on comprend plus rien, bah, vous me prévenez et puis bah, je laisserai tomber. De toute façon, ce petit zapping va être. Alors, évidemment, là, vous n'aurez pas les images, forcément, puisqu'on n'a que le son. Mais je le mettrai en ligne avec les images dans les jours qui viennent. Donc, c'est un petit zapping vidéo, de vidéos prises beaucoup sur la revue de presse vidéo d'égalité et réconciliation. C'est un zapping, donc ce sont juste des courts extraits à chaque fois, hein. Il y a une voix que vous reconnaîtrez peut-être un peu plus difficilement, c'est celle d'Émeric Choprade, si vous ne la reconnaissez pas beaucoup. Il y a plusieurs extraits de lui, puisqu'il a fait une très bonne intervention sur Radio Courtoisie. Donc voilà, et puis bah, sinon vous jouez au blind test à essayer de reconnaître qui intervient à chaque fois. Voilà, je vous envoie ça tout de suite. En un mois, près de 4 000 milliards de dollars se sont volatilisés sur les marchés financiers. Un chiffre astronomique, de quoi donner le vertige au commun des mortels. Très récemment, il y a quelques jours, le ministre des Finances français, M. Barouin, nous expliquait que les fondamentaux, sérieusement, hein, il parlait sérieusement manifestement, les fondamentaux de l'économie américaine étaient sains. Personne n'y croit, mais il le répétait. Faut oser le dire. Oui, il faut oser le dire, parce que même M. Trichet, gouverneur de la Banque Centrale Européenne, qui jusqu'à présent quand même était plutôt du côté de la langue de bois, a osé dire que nous étions dans la pire crise économique depuis 1945. Dieudonné a dit tout ce qu'une certaine partie de la population, et non des moindres, pense. Et il a survolé tout ça avec une maestria que lui seul peut avoir. Et les autres sont loin derrière, sont très très loin derrière. Il a dépassé le cadre de l'humoriste, bien entendu, mais les gens ne veulent pas le savoir. Les personnes de mauvaise foi ne veulent pas le reconnaître et ne veulent pas le voir, ne veulent pas l'entendre, refusent de le comprendre. Ils comprennent, mais ils refusent de le dire. Je me rappelle toujours d'une réflexion d'Arsène Wenger et qui résume un petit peu quand même la philosophie du board d'Arsenal. Il m'a dit le jour où j'ai vu que le board d'Arsenal, qui est plutôt de confession juive, Philippe, qu'il est plus, mais à cette époque-là qu'il était, et qui se sont mis autour d'une table avec les représentants de Emirates. Il m'a dit, j'ai tout compris. Moi, j'ai compris ce jour-là qu'il y avait une chose très très importante pour le board d'Arsenal, c'était l'argent. Et jusqu'où l'or va-t-il monter? L'or montera aussi haut que les États imprimeront du papier. C'est-à-dire en clair, l'or est un thermomètre. Et aujourd'hui, tout le monde dit que l'or monte. C'est faux. C'est le papier qui baisse. À 20 mètres sous terre, dans les sous-sols de la Banque de France, reposent plus de 2500 tonnes d'or. Une manne financière considérable d'environ 100 milliards d'euros et le cours du métal ne cesse de flamber. Alors au moment où l'État cherche à réduire au maximum ses dépenses, de nombreux économistes préconisent de vendre cet or. Autrefois, au XIXe siècle, nous avions l'étalon or et qu'en effet, la valeur des monnaies était basée sur l'or. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on peut très bien décider de ne plus avoir un stock d'or important et de l'utiliser d'une manière productive et utile pour la société. Les banques ne prennent aucun risque. Monsieur Bourdin, savez-vous que l'année où on les a tirés d'affaires, le président Sarkozy a remué les épaules et a dit « mais il faudra que vous prêtiez aux entreprises ». Ça a été la seule année depuis 20 ans où l'encours des prêts aux entreprises a diminué. C'est-à-dire que les banques n'en ont rien à fiche de ce qu'on leur raconte. Alors qui fait la loi? Le peuple ou 4 banquiers qui ne s'intéressent qu'à une chose, leur intérêt du mois suivant. Voilà. Mais je crois que depuis des années, les Américains fabriquent très largement ce phénomène du terrorisme.
c'est très compliqué à expliquer la fabrication. Quand on dit fabriquer, ça ne veut pas dire que des Américains mettent des bombes eux-mêmes directement. C'est un processus indirect d'initiation, de création de cellules, d'infiltration, d'orientation des exécutants qui ne sont que des lampistes. C'est très très long à expliquer. Nous allons au standard de France Inter. Linda nous appelle de Bordeaux. Bonjour Linda et bienvenue sur France Inter. Oui, merci à vous. Écoutez, une pensée pour toutes ces veuves afghanes et libyennes que notre armée est allée envahir pour faire plaisir à Bernard-Henri Lévy, nouveau ministre des Affaires étrangères. Et il y a un pays, soi-disant démocratique, qui est une menace pour la paix. C'est Israël. Pourquoi ne pas aller leur donner une bonne leçon pour leur apprendre à ne pas voler la terre d'autrui et à massacrer le peuple palestinien qui est chez lui, je vous le rappelle. Et si vous pouvez m'épargner le discours Hamas égale islamiste. Et si vous pouviez nous épargner les questions pirates. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ne ménagent pas leurs efforts pour sauver la monnaie européenne. Ils sont en passe de réussir, reconnaissons-le. Ah, je ne crois pas un instant. Je ne crois pas un instant. Ils font semblant de sauver l'euro. Mais l'euro n'est pas sauvable. Tout simplement parce que l'euro ruine les pays du Sud et la France. Monsieur Bourdin, on peut arrêter la spéculation. On peut arrêter la spéculation immédiatement en prenant une décision. C'est que la Banque Centrale Européenne prête directement aux États comme elle prête aux banques aujourd'hui. Elle prête aux banques à 0 ou à 1%. Si elle prête aux États à 0 ou à 1%, la spéculation est tuée dans l'œuf. Il n'est pas du tout impossible que dans les semaines ou les mois qui viennent, l'Allemagne finisse par dire qu'elle ne peut plus accepter les transferts financiers venant des pays pauvres d'Europe, enfin des pays pauvres, des pays très endettés d'Europe, et qu'elle ne peut plus l'accepter. Si l'Allemagne décide de ceci, ça sera de facto la fin de la monnaie unique européenne, puisqu'on aura réintroduit des principes de non-convertibilité immédiate entre les pays membres. Et puis, on le sait maintenant, cela a joué dans les révolutions arabes, j'en parle dans mon atlas de géopolitique, du printemps arabe. On voit cette dimension aussi de soutien, puisque une partie des manifestants, des jeunes manifestants, ont été formés aux États-Unis aux méthodes d'un monsieur qui s'appelle Gene Sharp, qui est le concepteur de la révolution pacifique par sitting, blocage des centres-villes, enfin tout ce qui a été appliqué dans les révolutions colorées de la périphérie russe et dans le cas du monde arabe. Donc, je vois pas chez les politiques des gens géniaux et avec des idées géniales. Je pense pas que taxer le soda soit la solution pour sortir de nos problèmes. Il n'y a pas grotesque. que ça dans le plan français, Olivier. Non, mais c'est grotesque. C'est à peu près résumé à ça. C'est grotesque. Mais Alain Juppé a dit aujourd'hui on a évité un bain de sang. Moi je la trouve scandaleuse. Je trouve que cette croisade mondialiste pue le pétrole à plein nez et je vois mise en place des procédés de manipulation de l'opinion. C'est par exemple ainsi, Kadhafi ne tuerait que des bébés et des vieillards. Et puis les avions, les porte-avions, les bombardiers, les canons d'hiver de la coalition ne tueraient personne. Ce serait comme ça, un hasard. Écoutez. Guerre ouverte entre syndicats et direction des fonderies du Poitou, et c'est en justice que se joue la première bataille. Objectif, faire annuler le comité d'entreprise du 25 juillet juste avant les vacances, où le plan de compétitivité a été présenté. Ce plan prévoit une baisse des salaires de 15% et un passage de 38 à 35 heures pour gagner en compétitivité. Les syndicats ont fait le calcul, jusqu'à moins 23% sur la fiche de paie. Et c'est ça l'essentiel, c'est lorsque vous allez au Japon, vous avez des Japonais, en Chine, vous avez des Chinois. En Europe de l'Ouest, je suis désolé de le dire, mais dans 30, 40 ans, 50 ans, si rien ne se passe de fort, si aucune réaction forte ne se produit venant des populations de souche, nous serons remplacés. Et ça, c'est le premier défi géopolitique. Le quartier de la Goutte d'Or, même si c'est beaucoup rénové ces dernières années, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une population à 80%, j'ai envie de dire même 90% d'origine africaine. Ça veut dire qu'on a dans les classes une majorité d'enfants dont les parents maîtrisent mal le français et forcément ça pose des problèmes
pourtant je suis de gauche, hein, vraiment, je suis vraiment de gauche, mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui parlent pas à la maison, la langue maternelle n'est pas le français, ça me pose vraiment un problème. J'ai fait réplique au chanoine de Latran, c'est un discours, une conférence que j'ai été prononcée au siège du Grand Orient de France, rue Cadet. D'abord, le parallélisme m'amusait, pardon la mégalomanie. Lui, il va au Vatican, moi au siège du Grand Orient, et je pense que le tableau est bien en place de la lutte qui nous sépare depuis 2 siècles, les uns et les autres. Voilà. Alors. Ils ont mis 1 an et demi à s'apercevoir que le quantitative easing de M. Bernanke était un échec complet. Quand on voit la croissance qu'il arrive à tirer avec les milliards qu'il a déversés sur la tête de tout le monde pour faire du 0,4% de croissance annualisée, c'est-à-dire du 0,1 par trimestre, Monsieur Bernanke, toutes mes félicitations, parce qu'on continue à licencier dans toutes les sociétés américaines, on continue à avoir une croissance qui est extrêmement faible, un taux de chômage qui est extrêmement élevé. Donc moi je dis, franchement, il y a de quoi le féliciter. La Libye, on peut dire que c'est un fiasco? Comment c'est un fiasco? Attendez, c'est le monde à l'envers. Le fiasco, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Mélangez pas tout. Aujourd'hui, il y a un fiasco en Syrie. La communauté internationale qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur une résolution et qui reste les bras croisés quand les Russes et les Chinois décident de vétoiser quelque condamnation que ce soit du boucher Bachar el-Assad, ça c'est un fiasco. Le fiasco syrien, il n'y a pas de fiasco en Libye. Alors on va revenir. Aux candidats à la présidentielle de prendre leurs responsabilités et de s'engager, après leur victoire, à remettre sur l'atelier législatif ce texte et à faire avancer la France dans le sens de l'euthanasie active. Regardez aussi l'apparition d'une thématique. Ça, c'est l'affiche à l'élection présidentielle de décembre 65 de De Gaulle pour le succès de la France sur fond de drapeau français. Et regardez quelle est l'affiche de François Mitterrand, qui était son concurrent principal et qui a été au 2e tour. De Gaulle, c'est la France isolée. Mitterrand, c'est l'Europe et l'amitié des peuples. C'est donc à partir de 1965, alors même que la France était au centre du monde, alors même que des Latinos, des Cambodgiens, des Asiatiques, des Africains, que tout le monde se retournait vers la France comme un espoir d'un autre Occident sachant tenir la dragée haute aux Américains, on a voulu faire croire aux Français que cette politique-là, qui nous valait l'approbation de 80% des peuples de la planète, était une politique d'isolement. Voilà, terminé. Donc, écoutez, il y a pas mal de petites infos là, dans ces quelques lignes. Effectivement, il y avait Olivier Delamarche, qui est un économiste qui passe sur BFM. Donc bon, c'est pas terrible, hein, économiste sur BFM, mais au moins il a le mérite de pas dire que des conneries. Je laisse encore les micros ouverts si vous voulez intervenir, sinon on conclura. Moi j'avais juste une petite info sympa ici sur l'IESI d'aujourd'hui. Alan Greenspan, lors d'un forum à Washington, a estimé que l'euro était en train de se décomposer et que ça expliquait les difficultés de l'économie américaine à retrouver son rythme. En fait. Voilà. Ok, donc c'est la faute de l'Europe si l'Amérique va mal. Ouais. C'est une bonne conclusion. Alors personnellement, Laurent, je n'obtiens rien en cliquant sur ton lien, mais bon, ça vient peut-être de chez moi. Sinon, c'est d'aujourd'hui sur l'IESI. Vous allez juste sur la lettre l'IESI. Je sais pas si vous connaissez. LIESI, et c'est une info d'aujourd'hui. Très bien, écoutez, c'est là-dessus qu'on va conclure. Donc je vous remercie à tous d'être venus. J'espère que tout ce qu'on a vu vous a intéressé. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine déjà, puisqu'on aura probablement une conférence. Il faut encore qu'on mette ça au point, mais on aura un intervenant qui viendra dimanche prochain à 21h. Et puis on refera un libre journal peut-être dans un mois et demi. On essaiera d'en faire un fin septembre. Et voilà. Donc Simon, je te laisse le dernier mot. Merci à tous pour nous avoir suivis. J'espère que la revue de presse concoctée par Anthony et son zapping vous aura plu. Merci pour les intervenants pour leurs questions. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une conférence qui est en train de se monter
Et puis pour la conférence d'Omar Djelil qui devait avoir lieu ici même le 7 août, mais qui a été reportée le 18 septembre, donc dans 3 semaines. Et puis on vous donne rendez-vous presque toutes les semaines à 21h pour des conférences ou, comme a dit Anthony, des libres journaux. Merci.